Arrive le moment important pour les étudiants qui sont là, dans la salle là, et leurs professeurs, qui est celui du prix durabilité des élevages. Alors, avant d'appeler Sophie Allais, enseignante-chercheuse là, qui va nous présenter la dynamique, je vais vous inviter à vous saisir de vos badges. Enlevez soigneusement, décrochez soigneusement pour pouvoir sortir de vos badges les feuilles. Et quand vous l'ouvrez, vous avez 2 QR codes qui se présentent à vous. Il n'y a pas de billet à l'intérieur, non. Et il ne vous a pas échappé. Donc il y avait un QR code jaune, un vert. Et celui qui nous intéresse dans l'instant, c'est le jaune, qui concerne donc le prix durabilité des élevages. Voilà, vous serez invité à scanner le QR code et ainsi à choisir le candidat qui vous aura séduit au terme des 3 prestations. Bonjour à tous. Donc Sandrine en a déjà parlé un petit peu ce matin, mais le prix durabilité des élevages récompense les travaux des étudiants effectués pendant leur doctorat ou pendant leur stage de fin d'études d'ingénieur ou de master. Et ces travaux s'intéressant aux problématiques, aux enjeux actuels de l'élevage. Donc pour cette édition 2023, nos 3 étudiants sélectionnés sont des doctorants. Ils ont été sélectionnés par le comité de pilotage de la chaire, donc on espère le mieux possible, et parmi de nombreuses candidatures de très grande qualité, on tenait à le souligner. Et donc les 3 sujets retenus nous sont apparus particulièrement intéressants, pertinents, du point de vue des thématiques abordées et également de la diversité des espèces qu'ils représentent. Donc ces étudiants vont vous présenter leurs travaux dans un format particulièrement court de 180 secondes. Donc à l'issue de ces présentations, donc comme l'a dit Martial, vous aurez à choisir, donc attendez quand même la fin des présentations pour choisir. Voilà le candidat qui vous aura le plus convaincu. Et donc on lancera le vote tout à l'heure. Donc je vais directement appeler notre premier candidat, donc Tristan Kistler. J'espère que j'ai bien dit. Voilà. Donc Tristan réalise sa thèse entre l'UMR Gabi d'Inrae et l'Université de Wageningen aux Pays-Bas. Et donc il nous vient directement des Pays-Bas. Et donc je te laisse la parole pour les 180 secondes. Intoxication aux pesticides, perte de ressources florales due au dérèglement climatique, et enfin, arrivée d'espèces invasives prédatrices comme le frelon asiatique ou parasites comme le varroa, avec son lot de maladies. Autant le dire, la situation des apiculteurs n'est pas vraiment glorieuse. Face à ces grandes difficultés, les apiculteurs se mobilisent, tant à l'échelle individuelle que collective, pour améliorer leurs pratiques d'élevage. Certains se tournent vers l'amélioration génétique pour voir ce qui peut être fait à ce niveau-là. C'est dans ce cadre que s'inscrit mon projet doctoral en cotutelle franco-néerlandaise qui porte justement sur l'amélioration génétique de l'abeille. La chose n'est pas aisée car la biologie de l'abeille est complexe. Sa génétique est très particulière, elle vit en colonie et tous les caractères qui intéressent donc les apiculteurs se mesurent à l'échelle de milliers d'individus. Mais comment amélioration génétique et abeilles, mais comment peut-on même penser appliquer des concepts aussi immoraux à ces pauvres petits êtres fragiles et innocents que sont nos abeilles? Pas de panique. Il s'agit simplement de choisir, dans la diversité naturellement présente, quels seront les parents de la prochaine génération. C'est une évolution lente et progressive, génération après génération, qui contribue à la diversité des populations et des races en élevage actuelles. Cette évolution peut être orientée vers l'amélioration des aptitudes des abeilles qui intéressent chaque apiculteur dans son système de production particulier. Un premier point porte justement à comprendre quels sont les objectifs des apiculteurs, c'est-à-dire quels sont les caractères pour lesquels ils aimeraient améliorer génétiquement leur population. Les résultats préliminaires montrent leur forte attente à la fois sur les caractères de production et de résistance face aux maladies et aux périodes de disette. Ensuite, il s'agit de comprendre pour ces différents objectifs quelles sont les possibilités d'amélioration génétique, en particulier quelles sont les synergies ou les antagonismes qui peuvent exister entre ces caractères.
l'analyse génétique d'une population en démarrage de sélection chez une quinzaine d'apiculteurs provençaux montre une possibilité d'amélioration suffisante sur la production, la résistance aux maladies du couvain et aux périodes de disette pour améliorer la résilience de leur population d'abeilles. Enfin, la troisième partie intègre les enseignements des deux premières, ainsi que d'autres contraintes réalistes des programmes de sélection à mettre en place, afin de concevoir par simulation des programmes de sélection qui permettent d'améliorer les populations vers les objectifs de sélection choisis au mieux, tout en préservant suffisamment de variabilité génétique pour permettre leur évolution future dans un contexte environnemental, climatique et économique fluctuant et perturbé que nous connaissons, et ceci afin de maintenir la pérennité de cet élevage ancestral. Merci pour votre attention. Merci Tristan. Donc on va passer directement à notre deuxième candidate. Donc Eline Nisi qui réalise sa thèse à l'UMR Pégase, donc à INRAE. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors tout le monde sait qu'une vache ça boit, et ça peut boire beaucoup, jusqu'à plus de 100 litres d'eau par jour. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'une vache a une vie sociale. Et qui dit vie sociale, dit interaction positive et négative avec les autres vaches de son groupe. Et ces interactions se déroulent souvent proches des ressources, comme les zones d'abreuvement. Pour illustrer mes propos, c'est un peu comme nous quand on essaye d'aller commander un verre à l'happy hour et qu'au final, une personne nous passe devant, nous bouscule ou qu'une autre plus sympa nous laisse passer. Et bien pour les vaches et leur accès à l'abreuvement, c'est pareil. Il va y en avoir certaines qui vont bousculer toutes les autres pour être les premières, les bourrines, d'autres qui ne vont pas être d'accord et riposter, les bagarreuses, d'autres encore qui vont se dire « Oulala, je ne fais pas le poids, courage, fuyons », les peureuses, et certaines même qui ne vont même pas essayer d'aller voir pour accéder à la ressource et iront plus tard par peur de se faire bousculer, les stratégiques. Et ce qui est super intéressant, c'est que la globalité de ces interactions qui se passent nous permet de déterminer une hiérarchie sociale qui s'installe à notre buvette. On va y retrouver des vaches dominantes et des vaches dominées. Avant, on regardait plutôt les études du comportement au niveau du groupe des vaches et pas au niveau de l'individu. Et des études traitant de la compétition alimentaire ont mis en évidence que des vaches les plus dominées pouvaient voir leur accès à la ressource limité par les vaches les plus dominantes. Ce qui pouvait générer du stress, des pertes d'appétit, des pertes de poids, de production laitière et aussi potentiellement des problèmes de santé. Et qui dit problème de santé, dit réduction du bien-être animal et dépenses pour l'éleveur. Sachant alors que l'absence de soif est au même titre que l'absence de faim la première des 5 libertés fondamentales concernant le bien-être animal, il est donc primordial de se pencher sur l'accès à l'eau au niveau individuel de toutes ces vaches dans nos élevages laitiers. Le but de ma thèse est donc d'étudier ces comportements d'abreuvement individuels selon des contextes variés d'élevage pour voir également si les réglementations actuelles en termes d'équipement d'abreuvement et de satisfaction des besoins en eau des vaches sont suffisants. Tout d'abord, on a essayé de déterminer un moyen simple et rapide, la hiérarchie sociale au sein de nos groupes de vaches, autre que par analyse vidéo beaucoup trop chronophage. Une étude des chercheurs canadiens où j'ai séjourné 7 mois ont d'ailleurs mis en pratique un algorithme capable d'identifier la hiérarchie sociale qui s'établit à leur abreuvoir grâce à leurs données issues de leurs abreuvoirs connectés. Et vu comme nous aussi, nous possédons des abreuvoirs connectés, donc d'une autre marque, dans notre ferme expérimentale, nous essayons également de déterminer automatiquement la hiérarchie sociale qui s'installe à notre buvette. Nous tentons également de répondre à d'autres questions, comme l'impact du nombre de vaches par abreuvoir, ou le positionnement des abreuvoirs dans la stabulation, et également comment des contextes de compétition variés à l'auge ou à l'abreuvoir peuvent avoir un impact sur l'abreuvement des animaux. On aurait également envie de répondre à d'autres questions comme l'impact de la qualité de l'eau, le débit d'eau des abreuvoirs ou également les matériaux utilisés, mais malheureusement on n'a pas le temps. Heureusement aujourd'hui, ces sujets prennent de plus en plus d'importance, notamment dans le contexte de changement climatique et de durabilité des élevages. Donc cette question de satisfaction des besoins en eau des vaches est primordiale pour l'avenir. Merci.
Merci Éline. Merci. Merci Éline. Donc, je vais passer désormais la parole à Clément Ribas, donc notre 3e étudiant qui réalise sa thèse à l'UMR Pégase, donc à INRAE, et également avec l'IFIP. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un peu les résultats de ma thèse. Je suis en première année. Je suis encadré par Charlotte Gaillard d'INRAE et Nathalie Quignou de l'IFIP. Donc, chacun d'entre nous a sa propre définition de l'alimentation. Elle dépend de notre culture, de notre pouvoir économique. Notre façon de nous alimenter a un impact sur notre santé, mais également sur l'environnement. Peut-être certains d'entre vous ont également une petite faim actuellement, même si ça m'étonne un peu vu le buffet qu'on a eu à midi. Mais me diriez-vous, quelle est la relation entre alimentation humaine et alimentation des truies en gestation? Donc actuellement, en élevage conventionnel, les truies sont alimentées avec un seul aliment sur toute la durée de la gestation. Et donc cela entraîne un déséquilibre entre les besoins et les apports qu'on fournit à l'animal. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à appliquer une alimentation sur mesure pour mes truies. Alors, une alimentation sur mesure, c'est amener au bon moment, en bonne quantité et en bonne qualité en termes de nutriments, les apports pour satisfaire les besoins des truies. Donc quand je parle des besoins de mes truies, je les estime grâce à un modèle et des données de performance donc à l'insémination et ce qu'on espère avoir à la mise bas pour pouvoir estimer leurs besoins individuellement. Ainsi, grâce à 3 aliments à différentes teneurs nutritionnelles, je peux leur donner l'équivalent de ce qu'elles ont de nécessaire par jour. Il a été vu que sur un cycle de gestation, l'alimentation sur mesure permettait de réduire significativement les rejets dans l'environnement, de 20% en ce qui concerne l'azote et de 10% au niveau du phosphore. Au niveau économique, on obtient un léger gain. J'étudie actuellement ces résultats sur 3 cycles de gestation consécutive pour évaluer si on a un impact sur les performances, donc au niveau de la mise bas, mais également au niveau de la santé des truies, avec peut-être un effet sur une réduction du temps de botterie. Mon projet s'inscrit dans un cadre plus large d'élevage de précision et de développement d'un outil pour améliorer les stratégies nutritionnelles des truies, quel que soit leur mode d'élevage et quelles que soient les quantités de données qu'on a de disponibles sur la ferme. Je pense que l'élevage de précision est un moyen pour assurer la durabilité des élevages et de permettre de continuer à garder de hautes performances tout en respectant l'environnement. Je vous en remercie. Merci Clément. On va passer au vote. Vous avez eu les modalités, donc c'est parti. On vous laisse quelques minutes pour choisir. Ok, bon, bah apparemment c'est bon. Nous avons la réponse. Quel suspense. Alors. Impressionnant. Alors, notre gagnant et gagnante est Éline Nisi. Bravo. Donc bravo à toi, bravo à vous trois, parce que c'était pas un exercice facile et vous l'avez fait avec un grand brio. Bravo à tous, bravo à toi donc Éline. Donc on va te remettre un prix. Donc, voilà, qui correspond voilà, au premier prix, un petit trophée pour symboliser tout ça, voilà. Donc ce trophée s'accompagne d'un prix de 1 000 €. Donc voilà, qui pourra te permettre d'aller dans un congrès ou de passer de très belles vacances en pensant à nous. Tu fais comme tu veux, voilà. Et nos 2 autres candidats n'ont pas démérité. Voilà, on voulait vous féliciter également. Et puis vous recevrez également un prix de 500 € pour féliciter la qualité de votre travail. Bravo à tous les 3.
Tu veux dire quelques mots, Flamme? Alors je retiens, merci. Non, mais franchement, merci à vous et merci à cette journée. C'était compliqué surtout pour nous, je pense, d'attendre jusqu'à 16h de passer. Je pense que Yannick en avait marre à la fin. Mais en fait, toute la journée était tellement intéressante que j'ai pas vu ces 7 heures passer. Donc merci à vous pour toute cette animation et pour toute la journée. Non. Je vais corriger, j'en avais pas marre, mais c'est vrai que ça s'est impatienté sérieusement depuis 14 heures, hein. Même 8 heures. Mais là, c'était depuis 14 heures, c'était vraiment agité. Mais bravo à tous les trois en tout cas. Merci.